Bonjour. Trop contente de vous rencontrer. Je m'appelle Zenobia, et je vais vous accompagner tout au long de ce module de formation consacré à la modulation d'amplitude. J'espère que vous allez avoir du plaisir avec ce cours. Et avec moi. Un système de communication transmet, à travers un canal, les informations de la source vers l'utilisateur. La source fournit l'information sous forme analogique ou sous forme numérique. Ça peut être un microphone, ça peut être un lecteur de disque, de compact disque, ça peut aussi être un capteur, ça peut être des données numériques issues d'un ordinateur. Ces données numériques sont inscrites par l'émetteur sur une porteuse sinusoïdale de fréquence F0. On travaille en modulation d'amplitude, donc les données, les informations sont inscrites dans l'amplitude de la porteuse. Ce signal modulé en amplitude est transformé par l'antenne d'émission en onde électromagnétique. Cette onde va se propager dans l'espace et va arriver sur l'antenne de réception qui va faire l'opération inverse. L'antenne de réception transforme l'onde électromagnétique en signal électrique et on retrouve à la base de l'antenne un signal qui a exactement la même forme que le signal qui a été envoyé sur l'antenne d'émission. La différence est que, à cause de la distance, ce signal ici est beaucoup plus faible et l'amplitude ici est plutôt dans les millivolts ou dans les microvolts parfois, alors que ici, l'amplitude du signal modulé était dans les volts. Entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception, on a une onde électromagnétique où le champ E et le champ B, le champ électrique et le champ magnétique varient de manière sinusoïdale à la fréquence de la porteuse. Le signal qui est envoyé sur l'antenne, c'est un signal sinusoïdal de fréquence F, et c'est l'amplitude E qui change. Cette information est inscrite sur l'amplitude d'une manière qu'on va voir dans ce module de formation. Le récepteur, lui, va sélectionner dans la multitude des signaux captés par l'antenne, le récepteur va sélectionner cette émission-là qui nous intéresse et va en extraire l'information. C'est ce qu'on appelle la démodulation. Et cette information peut être traduite soit par un haut-parleur si c'est de l'information audio, soit être envoyée vers un équipement électronique approprié pour exploiter les données transmises. Je sais que les émissions radio ont utilisé longtemps la modulation d'amplitude avant de passer à la modulation de fréquence. Mais pourquoi ce type de modulation a-t-il eu historiquement tant d'importance? Les premières émissions ont été faites en modulation d'amplitude, tout simplement parce que les premiers démodulateurs qu'on a su faire étaient des démodulateurs très simples qui fonctionnaient pour la modulation d'amplitude. Après, assez vite, on a inventé la modulation de fréquence et les démodulateurs FM ont été disponibles. Après, il y a eu une guerre commerciale entre les personnes qui avaient installé des stations de radio AM et d'autres qui avaient installé des stations de radio FM. Ça a été une guerre commerciale et c'est les stations de radio AM qui ont gagné cette guerre commerciale. Les gens comme Armstrong qui ont installé des stations FM ont fait faillite et c'est la raison pour laquelle pendant des années, voire des dizaines d'années, la plupart des émissions commerciales ont été faites en modulation d'amplitude. C'est en 1921 qu'a eu lieu la première émission radiophonique officielle. L'émetteur était à Sainte-Assise, près de Melun, et une artiste de l'époque, Yvonne Brottier, devant l'émetteur, on voit ici le microphone, cette artiste a chanté la Marseillaise et un air du Barbier de Séville.
Cette musique a été transmise par l'émetteur vers Paris, à 40 km de là, et c'est une équipe d'ingénieurs qui a assisté à la réception du signal. Et un certain nombre de stations de réception dans un rayon de 1600 km sur tout le territoire français ont pu capter cette émission. Ça a été vraiment la première émission officielle en modulation d'amplitude. À l'époque, il n'y avait que quelques passionnés qui écoutaient ces émissions radio. Et c'est une année plus tard, en 1922, qu'Émile Girardot a créé le service public d'information et de musique. L'antenne utilisée a été installée à proximité de la tour Eiffel. On voit ici les câbles qui reliaient le sommet de la tour Eiffel à des pylônes d'amarrage. Voilà cette gigantesque antenne qui a été mise en service. L'émetteur travaillait sur 113,2 kHz, donc une fréquence relativement basse qui nécessitait donc une antenne de grande taille. La puissance d'émission n'était pas ridicule, c'était déjà 1000 watts. Depuis ce jour-là, les émissions de radiodiffusion n'ont plus jamais cessé. Pour produire un signal modulé en amplitude, il faut donc une porteuse sinusoïdale de fréquence F0 et une information basse fréquence à transmettre qui peut être un signal audio, un signal vidéo, un signal analogique, un signal numérique. Le signal basse fréquence, l'information s'appelle, dans tous ces modules, s'appelle S de T. Voilà la formule qui définit la modulation d'amplitude. Un signal E de T modulé en amplitude est égal à grand E, facteur de 1 plus K S de T. S de T, c'est l'information basse fréquence et K est un coefficient, fois cosinus oméga T plus phi. La porteuse, on la retrouve ici dans le cosinus oméga T plus phi. Voilà la fréquence F de la porteuse. Et tout ce qui est devant le cosinus, c'est l'amplitude. On voit que l'amplitude n'est pas fixe, mais dans l'amplitude, il y a l'information à transmettre S de T. Alors voilà ce que ça donne au niveau d'un oscillogramme. Voilà un exemple de signal modulé en amplitude. En haut, on a le signal basse fréquence, qui est ici un signal musical. Voilà le signal S de T. Et en dessous, on a le signal E de T, c'est la porteuse. Alors on ne voit pas bien la porteuse, c'est une sinusoïde de fréquence élevée. Mais on voit que l'amplitude change. Et on retrouve dans la forme de l'amplitude, on retrouve la même forme que le signal basse fréquence. On a vraiment inscrit, on a vraiment gravé sur l'amplitude de la porteuse, on a gravé l'information à transmettre S de T. On peut remarquer que cette inscription, cette gravure est symétrique puisque la forme de S de T, on la retrouve là sur le haut de la courbe, on la retrouve aussi sur le bas de la courbe en inversé. Alors, en l'absence de musique, en l'absence de signal modulant, S est nul. La formule se simplifie et on retrouve E égale à E, cosinus oméga T plus phi. En l'absence de signal modulant, lorsqu'on arrête de parler dans le microphone, l'émetteur émet simplement une porteuse sinusoïdale de fréquence F. Lorsqu'on parle dans le microphone, S n'est pas nul, S est positif ou négatif. Quand S est positif, l'amplitude est plus grande que E, parce que Ks est positif et donc 1 plus Ks est plus grand que 1. Il y a des moments où l'amplitude est plus grande que E, il y a d'autres moments où S est négatif. Ici on a un moins quelque chose, l'amplitude est plus petite que E. Alors il est intéressant de définir ce qu'on appelle l'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure. L'enveloppe supérieure, c'est cette courbe-là dont on trouve facilement l'équation. Chaque fois que la porteuse qui varie ici
de manière sinusoïdale. Chaque fois que la porteuse arrive à son maximum, elle vient toucher l'enveloppe supérieure. Autrement dit, je vais trouver l'équation de l'enveloppe supérieure lorsque le cosinus ici est égal à son maximum. On sait que le cosinus varie entre plus 1 et moins 1. Donc il suffit de remplacer le cosinus oméga t plus phi par 1 pour avoir l'équation de cette enveloppe supérieure. Il me reste donc comme équation pour l'enveloppe supérieure qu'on appelait y ici, y égale à e, facteur de 1, plus k s de t. Ça c'est l'équation de l'enveloppe supérieure. Alors il y a une enveloppe supérieure, il y a bien sûr également une enveloppe inférieure. La voilà, l'enveloppe inférieure. Elle est obtenue, on est sur l'enveloppe inférieure quand le cosinus de la porteuse est égal à moins 1. Donc il suffit de remplacer cosinus par moins 1 et on trouve l'enveloppe inférieure, moins e, facteur de 1 plus k s de t. L'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure ont la même forme que le signal basse fréquence. Si je comprends bien, un signal modulé en amplitude est formé de 3 signaux, la porteuse, l'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure. Non, non, Zenobia, tu ne comprends pas bien. Il n'y a absolument pas 3 signaux. Un signal modulé en amplitude, c'est un seul signal. Les enveloppes supérieures et inférieures sont pratiques. Lorsqu'on a par exemple à dessiner le signal AM, elles sont pratiques, mais elles sont tout à fait artificielles, elles n'existent pas dans la réalité. Dans la réalité, la seule chose qui existe, c'est le signal sinusoïdal, c'est le cosinus oméga t, dont l'amplitude change au cours du temps. L'enveloppe inférieure, l'enveloppe supérieure n'existent pas en réalité, ce sont des réalités mathématiques, ce ne sont pas des réalités physiques. On va s'intéresser à un cas particulier très simple où le signal modulant est un signal sinusoïdal. On a donc S de t égale à A cosinus oméga t. Un signal basse fréquence sinusoïdal avec la fréquence grand F, par exemple, égale à 1 kHz. Le signal modulé en amplitude peut alors s'écrire de manière un petit peu plus simple, puisque je peux remplacer le S de t de la formule précédente par A cosinus oméga t. Et si on pose Ka égale à M, la porteuse modulée s'écrit E, facteur de 1 plus M, cosinus oméga t, cosinus petit oméga t. On a laissé tomber la phase phi. M s'appelle l'indice de modulation. M nous donne une indication sur la manière dont on imprime la modulation sur la porteuse. Est-ce qu'on l'imprime légèrement ou est-ce qu'on l'imprime plus fortement? Cet aspect-là est précisé par la valeur de M. M nous renseigne sur la profondeur, sur l'intensité de la modulation. Mais comment peut-on mesurer cet indice de modulation M à partir de l'oscillogramme du signal modulé en amplitude? Voici un signal modulé en amplitude par une basse fréquence sinusoïdale. Comme prévu, on retrouve la modulation sinusoïdale dans l'enveloppe supérieure et bien sûr dans l'enveloppe inférieure. Quel est l'indice de modulation correspondant à cette situation-là? Eh bien, c'est pas très compliqué. On commence par écrire l'équation de l'enveloppe supérieure. L'enveloppe supérieure est obtenue quand la porteuse passe par son maximum, donc quand le cosinus oméga t vaut plus 1. Voilà l'équation de l'enveloppe supérieure. Cette courbe ici qui relie tous les points les plus hauts de la porteuse, cette enveloppe supérieure a cette équation-là. On va repérer deux points particuliers de cette enveloppe supérieure. Il y en a un ici,
c'est le point le plus haut. De l'enveloppe supérieure, il y a l'autre ici qui est le point le plus bas. Le point le plus haut, 0,52 volts puisqu'on a 0,2 volts par carreau. Ce point le plus haut est obtenu quand cette fonction passe par son maximum. Cette fonction passe par son maximum quand le cosinus ici est maximum, c'est-à-dire quand le cosinus vaut 1. Donc ce maximum, ce point à 0,52 volts, correspond à une amplitude E, facteur de 1 plus m. Donc j'ai une première équation qui concerne le maximum de l'enveloppe supérieure. Le maximum vaut 0,52 volts et il correspond à E, facteur de 1 plus m. Alors le minimum, bien sûr, est obtenu, ici on est à 0,12 volts au minimum, est obtenu quand le cosinus est au minimum, donc égal à moins 1. Ce minimum correspond donc à E, facteur de 1 moins m. E, facteur de 1 moins m, égale à 0,12 volts. On a deux équations à deux inconnus, E et m. Il est donc possible, mathématiquement, de trouver E et m. Alors on peut faire par exemple comme ça, on calcule le rapport Ymax sur Ymin. 0,52 sur 0,12, ça vaut 4,33. Et ça vaut 1 plus m, facteur de 1 moins m, une petite équation à résoudre. Et on trouve l'indice de modulation 0,625, c'est-à-dire 62,5%. Actuellement, cette courbe-là, ce signal modulé en amplitude, correspond à un indice de modulation de 62%. Voilà une porteuse sinusoïdale de fréquence 100 kHz. Le 1 ici correspond à une durée de 100 microsecondes. On a 10 périodes, donc une période dure 10 microsecondes. Ça correspond bien à 100 kHz. C'est un signal sinusoïdal de fréquence 100 kHz et d'amplitude 0,3 volts. On va moduler cette porteuse en amplitude par un signal modulant sinusoïdal. Voilà la porteuse modulée. On voit bien qu'on a inscrit l'information qui est ici un signal sinusoïdal basse fréquence. On a inscrit cette information dans l'enveloppe de la porteuse. Et on retrouve l'information basse fréquence, la sinusoïde, on la retrouve dans cette courbe-là qui est l'enveloppe supérieure. Et on la retrouve également dans l'enveloppe inférieure. Le signal modulant a une fréquence de 5 kHz. Alors si on augmente encore l'amplitude du signal modulant, on va moduler de plus en plus fortement la porteuse. Voilà, on imprime le signal modulant de plus en plus fortement sur la porteuse. Actuellement, on est à un indice de modulation de 0,75. M vaut 0,75. Si j'augmente encore l'amplitude du signal modulant, on arrive à un indice de modulation M égale à 1, 100%. L'enveloppe supérieure varie entre 0,6, 2 fois 0,3, l'amplitude initiale de la porteuse, 2 fois 0,3 et 0. Et si on continue à augmenter l'amplitude du signal modulant, on passe en surmodulation. L'enveloppe supérieure qui est ici va croiser l'enveloppe inférieure. Là on a un croisement. L'enveloppe inférieure elle est là et elle passe par-dessus l'enveloppe supérieure. La surmodulation elle est gênante dans certains cas pour certains types de démodulateurs, mais elle n'est pas systématiquement gênante. Voilà, on diminue l'indice de modulation. La porteuse est de moins en moins modulée. On a ici un indice de modulation de 0,33. On continue à descendre. Voilà, on retrouve notre porteuse non modulée. Si maintenant on module la porteuse
par un signal triangulaire, c'est maintenant le signal le triangle qui est inscrit sur l'enveloppe supérieure, dans l'enveloppe supérieure et dans l'enveloppe inférieure de la porteuse. On voit bien qu'on inscrit toujours l'information dans les enveloppes supérieures et inférieures de la porteuse. Si on module la porteuse par un signal carré, voilà le signal carré. Si j'augmente l'amplitude du signal carré, on a deux états, on a deux niveaux d'amplitude, une amplitude élevée qui correspond à la valeur positive haute du signal carré et une amplitude faible qui correspond à la valeur basse. Ça pourrait être par exemple une situation où on se trouve quand on transmet un signal binaire avec un 1 ici, un 0 ici. Très souvent, on utilise une modulation totale et le 1 correspond à une émission de la porteuse et le 0 correspond à l'absence de porteuse. Très souvent, les télécommandes de portes de garage fonctionnent de cette manière-là. Un 1, la porteuse est émise, un 0, il n'y a pas de porteuse émise. Mais on peut très bien transmettre des informations binaires avec deux niveaux d'amplitude de la porteuse. On termine en modulant par un signal périodique de forme quelconque. Voilà le signal périodique modulant. On a bien ici une période. Le signal se reproduit identiquement à lui-même. On a l'information inscrite ici dans l'enveloppe supérieure et on a la même information inscrite en symétrique dans l'enveloppe inférieure. Pour éviter la surmodulation, les émetteurs en modulation d'amplitude sont souvent équipés d'un compresseur de dynamique. Alors c'est un dispositif qui a l'air un peu compliqué, mais c'est facile à comprendre. Le microphone est suivi d'un préamplificateur et d'un filtre passe-bas qui définit la bande passante que l'on désire pour le signal audio. Et puis ensuite on a un amplificateur équipé d'un circuit de contrôle automatique de gain. C'est un amplificateur à gain variable. Le gain s'ajuste au niveau sonore capté par le microphone. Si le microphone capte un signal d'amplitude faible, l'amplification se règle à une valeur A1. Si le son capté par le microphone est fort, l'amplificateur se règle à une valeur A2 plus petite que A1. C'est-à-dire que concrètement, quand le signal capté est fort, le gain diminue. Quand le signal capté est faible, le gain augmente. Donc on a en sortie de ce dispositif un niveau sonore qui est toujours à peu près le même. C'est ce qu'on appelle un compresseur de dynamique. Est-ce pour cette raison que les émissions en modulation d'amplitude manquent de dynamique? Quand j'écoute une émission en AM, j'ai l'impression que le volume sonore est toujours un peu le même. Oui, tout à fait. Lorsqu'on utilise un compresseur de dynamique, on perd justement cette dynamique. C'est pour ça que les émissions en modulation d'amplitude ne sont pas très agréables à écouter. Les pianissimos ne sont pas très pianissimos, les fortissimos ne sont pas très fortissimos. Il n'y a pas de dynamique et la modulation, les émissions en modulation de fréquence ont bien amélioré les choses sur ce plan-là. Le problème vient de ce qu'on veut éviter de passer en surmodulation, parce que certains types de démodulateurs réagissent mal quand on est en surmodulation. Dans le cas simple où le signal basse fréquence est un signal sinusoïdal, on a déjà vu que la porteuse modulée pouvait s'écrire de cette manière-là, E, facteur de 1 plus m cosinus oméga t, cosinus petit oméga t. Je rappelle que la fréquence de la porteuse se trouve ici, et la fréquence du signal modulant, la basse fréquence, se trouve ici. Si on développe cette expression, c'est pas très difficile. On a simplement un produit de deux cosinus qui apparaissent. Il faut utiliser la formule de mathématiques cosinus A cosinus B égale à 1 demi de cosinus A plus B plus 1 demi de cosinus A moins B.
Voilà le résultat de cette formule développée. On a trois termes, E cosinus oméga t, et ici le produit des deux cosinus qui donne le cosinus de la somme et le cosinus de la différence. Trois fonctions sinusoïdales, ça veut dire au niveau du spectre trois raies. Une raie à la fréquence f, une raie à la fréquence f plus grand F, une raie à la fréquence f moins grand F. Voilà ces trois raies. Le spectre d'un signal AM modulé par un signal BF sinusoïdal, ce spectre est formé de trois raies. La raie à la fréquence de la porteuse a une amplitude E, la voilà. Les raies latérales supérieures et inférieures ont une amplitude ME sur 2. M étant l'indice de modulation. Si l'indice de modulation vaut 1, 100%, on a deux raies d'amplitude E sur 2 de chaque côté. Et l'écart entre la porteuse et la raie latérale supérieure est égal à la BF, par exemple 1 kHz, si on module par du 1 kHz. Et l'écart entre la porteuse et la raie inférieure est aussi égal à grand F, est aussi égal à la BF. Alors l'encombrement spectral du signal modulé, quelle est la place occupée par ce signal modulé? Eh bien on voit bien que ça va de F moins grand F à F plus grand F, donc la bande occupée est égale à 2 fois la fréquence du signal modulant. Si je produis un signal modulé en amplitude modulé par un signal basse fréquence à 3 kHz, mon signal modulé aura un spectre qui aura une largeur de 2 fois 3, c'est-à-dire 6 kHz de large. Le fait de jouer sur l'amplitude de la sinusoïde m'élargit le spectre du signal. Alors ça c'est un cas simple où la BF est une sinusoïde, c'est un cas simple qui est intéressant parce qu'on peut calculer des choses, mais dans la pratique c'est pas très intéressant. Le cas intéressant dans la pratique, c'est lorsqu'on module une porteuse par de la musique, par de la parole, par un signal numérique. Et le spectre du signal modulant, on le dessine de manière un peu schématique ici. Voilà, le spectre du signal qui va moduler notre porteuse. C'est plus une simple sinusoïde, c'est plus une simple raie comme au niveau du spectre, mais c'est un signal qui a un spectre qui contient des fréquences graves, des fréquences basses ici, au voisinage du zéro, et des fréquences aiguës. Et le spectre du signal modulant est limité par la fréquence Fmax. Par exemple, si je veux faire une émission en modulation d'amplitude en qualité hi-fi, je vais avoir des graves, je vais avoir des aigus jusqu'à 20 kHz en hi-fi. Le Fmax vaut 20 kHz. Alors quelle est la forme du spectre du signal modulé? On ne peut plus calculer facilement les choses, mais Carson a démontré en 1914, donc ça fait... Voilà, c'est assez vieux, hein, la démonstration. Carson a démontré que le spectre avait cette allure-là. Il y a toujours trois choses dans le spectre. Il y a toujours une raie à la fréquence de la porteuse, d'amplitude E. Il y a toujours une bande latérale supérieure. C'est plus une raie, mais c'est une bande maintenant, une bande latérale supérieure. Et il y a une bande latérale inférieure. Et ce qui est remarquable et extrêmement simple, c'est que la forme des bandes latérales supérieures et inférieures, c'est exactement la même forme que le spectre du signal basse fréquence. C'est-à-dire que pour obtenir le spectre du signal modulé, on fait un copier-coller, on copie la forme du spectre BF
et on la colle à droite de la porteuse et on la colle en la retournant à gauche de la porteuse. Les fréquences graves au voisinage de 0 se trouvent ici au voisinage de la porteuse. Voilà, les graves se trouvent là et se trouvent là. Les fréquences aiguës, qui étaient loin de la fréquence nulle, se trouvent ici, loin de la porteuse, au voisinage de F plus F max et au voisinage de F moins F max. Autrement dit, si on connaît la forme du spectre du signal basse fréquence qui module, on peut instantanément dessiner le spectre du signal modulé en amplitude. Il suffit de faire deux copier-coller. Au niveau de l'encombrement spectral, c'est extrêmement simple puisque on va de F moins F max à F plus F max. On voit immédiatement que l'encombrement spectral d'un signal modulé en amplitude, l'encombrement spectral est égal à 2 fois la fréquence maximale contenue dans le signal modulant. Alors par exemple, c'est intéressant de connaître le spectre. En modulation d'amplitude dans les radiodiffusions commerciales, un émetteur a le droit d'occuper un canal de largeur 9 kHz. C'est-à-dire qu'on attribue à chaque émetteur, on attribue un canal de 9 kHz de large. Ça veut dire qu'on est limité en encombrement spectral à 9 kHz. Ça veut dire automatiquement que le Fmax doit être limité à la moitié, c'est-à-dire 4,5 kHz. Lorsqu'on a choisi des canaux de 9 kHz en modulation d'amplitude, on s'est forcément limité au niveau de la fréquence maximale à 4,5 kHz. On a mis ça en place, ces canaux de 9 kHz ont été mis en place au début de la modulation d'amplitude, dans les années 1920. Ça n'a plus jamais été modifié depuis. Donc depuis 1920, les émissions en modulation d'amplitude, dans la gamme des petites ondes et des grandes ondes, occupent une largeur de 9 kHz, c'est-à-dire que la musique doit être filtrée à 4,5 kHz. On est obligé de supprimer tout ce qui dépasse 4,5 kHz, donc il n'y a pas d'aigu dans la musique, dans les émissions en modulation d'amplitude, dans les petites ondes et dans les grandes ondes. Ça explique la qualité très très moyenne des émissions dans ces bandes. Les émissions actuelles en FM, le spectre BF va jusqu'à 15 kHz, on se rapproche quand même d'une qualité haute fidélité. Mais le problème, c'est pas un problème lié à la modulation d'amplitude. Le problème, c'est qu'on s'est fixé un canal de 9 kHz de large. Le problème vient de là. On se serait fixé un canal de 40 kHz. On aurait pu aller jusqu'à 20 kHz au niveau de Fmax. À l'époque, on n'en a pas éprouvé le besoin parce qu'on n'avait pas de haut-parleur correct qui puisse monter au-delà de 4 ou 5 kHz, ni de microphone probablement. Donc on n'a pas jugé utile de transmettre des fréquences supérieures à 4 ou 5 kHz. Aujourd'hui, évidemment, la question se pose en termes tout à fait différents. Voilà un exemple réel, concret, de signal modulé en amplitude. Dans cette fenêtre, on a le spectre du signal modulant analogique. C'est un signal un petit peu particulier. On a des composantes dans le spectre. Voilà, ça c'est le 0, la grande raie c'est le 0. Donc on a une raie A ici que j'ai appelée grand A, une raie B, une raie C, D, E et F. Voilà. On a 6 raies principales. Avec 20 kHz par carreau, on s'aperçoit que le Fmax est de l'ordre de 60 kHz par là. Et avec ce signal, je module en amplitude une porteuse à 1 MHz. Voilà le spectre du signal modulé. On a à peu près 1 MHz au centre de l'écran. Voilà l'arrêt à la fréquence de la porteuse. On retrouve
La première raie A de chaque côté de la porteuse. Ensuite les raies B et C qui sont très proches. On les retrouve ici, B et C. Voilà, il manque le C. L'arrêt D, l'arrêt D, l'arrêt E, l'arrêt E, l'arrêt F et l'arrêt F. Et on voit bien qu'avec 20 kHz par carreau, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux de large. On a une bande occupée de 120 kHz qui est bien égale à 2 fois Fmax. Ce qui est important de remarquer là, c'est que on retrouve dans les raies latérales, la raie latérale supérieure, la bande latérale supérieure et la bande latérale inférieure. Ces bandes ont la même forme que le spectre du signal modulant. C'est toujours comme ça, c'est jamais plus compliqué. Voilà. Les formes sont identiques. Il y a une ressemblance très forte entre le spectre du signal modulé et le spectre du signal modulant. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose concernant la puissance émise? Le signal modulé en amplitude est appliqué à une antenne. Cette antenne se comporte vis-à-vis de l'amplificateur radiofréquence comme une simple résistance. Si l'antenne est bien calculée, bien taillée, l'antenne est une résistance souvent de 50 ohms. Alors, quelle est la puissance émise? La puissance émise, c'est pratiquement la puissance dissipée dans cette résistance d'antenne. Donc si on connaît la tension appliquée E, on peut calculer la puissance dissipée dans cette antenne. On a vu dans le cas simple d'une BF sinusoïdale, on a vu que le signal pouvait se décomposer en 3 composantes, la porteuse, la raie latérale supérieure, la raie latérale inférieure. On applique donc à l'antenne 3 sinusoïdes, une d'amplitude E et 2 sinusoïdes d'amplitude ME sur 2. Alors quelle est la puissance dissipée dans l'antenne? Eh bien c'est la puissance qui correspond à ces 3 tensions sinusoïdales. On sait calculer la puissance dissipée dans une résistance lorsqu'on lui applique une tension sinusoïdale, c'est la tension efficace au carré sur R. Alors il faut diviser, pour avoir la valeur efficace, il faut prendre E sur racine de 2. On élève au carré, ça fait E carré sur 2, divisé par R. Voilà la puissance qui correspond à cette fonction sinusoïdale, à cette tension sinusoïdale. Pareil pour la raie latérale supérieure, je divise par racine de 2, j'élève au carré, je divise par R. Pareil pour la raie latérale inférieure. Et j'ai donc une puissance qui s'écrit comme ça. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est pas tellement cette formule, mais c'est de se rendre compte des puissances. On va prendre un exemple, on applique une tension de 50 volts, d'amplitude 50 volts, modulée avec un indice de modulation de 50% sur une antenne de 50 ohms. Eh bien, si on fait des petits calculs de puissance, on trouve que dans la porteuse, il y a 25 watts. La puissance correspondant à la porteuse est de 25 watts. La porteuse pour la raie latérale supérieure et la puissance pour la raie latérale inférieure, c'est 1,56 watts. Avec une puissance totale donc de 25 plus 1,56 plus 1,56, 28,12 watts. On se rend compte qu'on a énormément de puissance dans la porteuse, on a un petit peu de puissance dans la raie latérale supérieure et un petit peu de puissance dans la raie latérale inférieure. Si on module par de la musique ou de la parole, c'est la même chose. On a beaucoup de puissance dans la porteuse et un peu de puissance dans la bande latérale supérieure et un peu de puissance dans la bande latérale inférieure. Je me pose des questions. En l'absence de signal modulant, on émet 25 watts de porteuse. C'est pas un peu du gaspillage, ça? Et pourquoi envoyer l'information en double dans les 2 bandes latérales? C'est pas aussi du gaspillage? Oui, tu as tout à fait raison, Zenobia. L'information est effectivement dans les bandes latérales supérieures et inférieures. L'information n'est pas dans la porteuse.
On s'est posé cette question, la question que tu te poses là, on se l'est posée il y a bien longtemps, et on a essayé de faire d'autres modulations d'amplitude, et on a découvert qu'en supprimant la porteuse, donc en supprimant ces 25 watts de porteuse, en émettant juste les deux bandes latérales, on ne perdait pratiquement pas en portée, mais évidemment l'émetteur consomme alors beaucoup moins puisque on n'a pas besoin d'émettre ces 25 watts de porteuse. Et on est allé plus loin encore et on a essayé d'émettre qu'une des deux bandes latérales et on s'est aperçu que la portée était pratiquement conservée avec une puissance beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'en émettant une seule bande latérale, on émet 1,56 watts au lieu des 28 watts, et on a à peu près une portée comparable. Alors ces nouvelles modulations, ces nouveaux types de modulation s'appellent les modulations en bande latérale double, ou modulation sans porteuse. Ça existe, ça s'est fait, mais on ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'émissions en bande latérale unique. Ce sont des émissions dans lesquelles on n'émet ni porteuse, ni bande latérale inférieure, par exemple. On n'émet que la bande latérale supérieure. Ça s'appelle des émissions en bande latérale unique. On va préciser ce que c'est un tout petit peu plus loin dans le module. Comment faire pour produire un signal modulé en amplitude? Quelle est la structure d'un émetteur en modulation d'amplitude? La structure est assez intuitive. On a ici la source de signal basse fréquence. Ça peut être un microphone, ça peut être un lecteur de disque audio, ça peut être un ordinateur aussi pour des données numériques. Ce signal est amplifié pour avoir ici une amplitude suffisante. Et le modulateur va inscrire cette information sur la porteuse. La porteuse, c'est une porteuse sinusoïdale. Elle est donc fournie, fabriquée, par un oscillateur sinusoïdal. Un émetteur, on lui demande en général, enfin toujours même, d'avoir une fréquence d'émission très stable. Donc il s'agit ici d'un oscillateur stable, un oscillateur à quartz en général, qui ne dérive pas dans le temps. Et une fois que l'information S est inscrite sur la porteuse, ce signal doit être amplifié pour avoir une puissance suffisante et appliqué à l'antenne. Alors la question est, comment peut-on fabriquer ce modulateur? Comment fonctionne ce modulateur? Eh bien, on peut fabriquer facilement un signal AM en utilisant un multiplieur. Le modulateur, c'est aujourd'hui, la plupart du temps, un simple multiplieur. Ce multiplieur qui fait x, y sur k, k étant une constante caractéristique du multiplieur. On a le produit là. On multiplie quoi par quoi? On multiplie la porteuse, x cosinus oméga t, c'est E0, c'est le signal qui vient de l'oscillateur. On le multiplie par le signal basse fréquence, S, auquel on a ajouté une composante continue. Donc on multiplie E0 de t par S de t plus A. Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est pas difficile à écrire. Voilà A plus S de t multiplié par la porteuse x cosinus oméga t multiplié par le coefficient 1 sur k du multiplieur. Et si j'arrange un petit peu ça en mettant le grand A en facteur et on regroupe tous les termes, on a x a sur k facteur de 1 plus s de t sur a cosinus oméga t. On a ici exactement l'expression de définition d'un signal en modulation d'amplitude. E, facteur de 1 plus k s de t, cosinus oméga t. Donc voilà, en sortie du multiplieur, on a un signal modulé en amplitude. Voilà l'amplitude de la porteuse qu'on a appelée E jusqu'à présent dans la formule.
Et voilà le coefficient petit k de la formule du début du cours, 1 sur a. Et on a bien vu que le coefficient ici jouait sur l'indice de modulation. Donc en jouant sur la valeur de a, on va en fait jouer sur le m si la BF est une sinusoïde. Voilà, donc c'est le multiplieur qui est la fonction principale du modulateur d'amplitude. Au niveau du récepteur, il y a peu de choses à dire. On retrouve la structure habituelle du récepteur à changement de fréquence. Le signal modulé en amplitude est capté par l'antenne avec beaucoup d'autres signaux qu'on ne veut pas entendre. Le signal est amplifié par l'amplificateur radiofréquence à faible bruit. Cet amplificateur radiofréquence est sélectif pour éliminer la fréquence image, qui est un des problèmes liés à cette structure de récepteur. Ensuite, tous les signaux sont mélangés par le signal sinusoïdal de l'oscillateur local. Ils sont tous transposés vers les fréquences hautes et vers les fréquences basses. On a donc ici un très grand nombre de signaux, mais dans ces très grands nombres de signaux, il n'y a qu'un seul signal qui tombe à la fréquence centrale du filtre FI. C'est le signal que je veux capter qui a été déplacé à la fréquence FI grâce à l'oscillateur local. Cet émetteur va donc pouvoir traverser le filtre FI. Il va pouvoir être amplifié. On va pouvoir extraire l'information qui est dans l'enveloppe supérieure et dans l'enveloppe inférieure, bien sûr. Donc il y a une démodulation qui est faite. Et le signal est ensuite amplifié, éventuellement envoyé sur un haut-parleur si c'est un signal audio. On a ici un circuit de contrôle automatique de gain qui est commandé par l'amplitude du signal basse fréquence à la sortie du démodulateur et qui agit sur l'amplificateur de fréquence intermédiaire et sur l'amplificateur radiofréquence. Si je comprends bien, le circuit de contrôle automatique de gain ajuste les amplifications des amplis RF et FI en fonction du niveau basse fréquence. Mais ça sert à quoi? Alors ce circuit de contrôle automatique de gain est très important en modulation d'amplitude. Si on se trouve à proximité de l'émetteur, on va avoir ici un signal d'amplitude élevée. Et on risque de saturer l'amplificateur radiofréquence d'entrée. Si l'amplificateur sature, le signal en sortie va être écrété. Et si le signal est écrété ou déformé, son amplitude va être déformée et on va perdre l'information. Quand on écrète en modulation d'amplitude, c'est toujours une catastrophe parce qu'on perd l'information puisque l'information elle est justement dans l'amplitude. Donc en modulation d'amplitude, il faut absolument éviter tout écrêtage. Et le circuit de contrôle automatique de gain est là pour ça. Si le signal est trop fort, le CAG réduit l'amplification de l'ampli FI et réduit l'amplification de l'ampli RF pour les placer en dehors de leur zone de d'écrêtage de saturation. Le détecteur crête est un montage très simple. Ça a été historiquement le premier démodulateur AM qu'on a utilisé. C'est parce qu'on savait faire des détecteurs crête qu'on a commencé à travailler en modulation d'amplitude. Alors regardons comment fonctionne ce détecteur crête. La courbe rouge représente le signal en sortie d'un détecteur crête sans le condensateur. La diode est supposée parfaite, sans seuil, et le montage diode-résistance effectue simplement un redressement monoalternance.
Si maintenant on rajoute un condensateur, le fonctionnement du montage est profondément modifié. On n'a plus du tout un signal redressé mono-alternance, mais le condensateur va se charger à la valeur crête à travers la diode. Ensuite, la diode se bloque et le condensateur se décharge à travers la résistance. Le condensateur se charge, il se décharge, il se charge, il se décharge, et ainsi de suite. En sortie du détecteur crête avec résistance et condensateur, on a donc ce signal rouge qui suit à peu près l'enveloppe supérieure du signal modulé. Alors il faut bien choisir la résistance et le condensateur. Si on choisit des valeurs de R et de C trop grandes, voilà ce qui peut se produire. Ici ça marche bien, charge, décharge, mais quand on arrive ici, la décharge du condensateur est trop lente et la diode ne conduit plus jamais ici. Le condensateur continue de se décharger tranquillement à travers la résistance et on perd toute cette information-là. C'est donc une situation qui n'est pas bonne, on a une déformation du signal. Ici, la constante de temps RC est trop grande. Si je prends une constante de temps RC trop faible, comme ceci, quel est l'inconvénient? Eh bien, je vais avoir beaucoup de résidus de porteuse dans le signal en sortie du détecteur crête. C'est pas très gênant parce que l'oreille ne l'entend pas, on est ici à des fréquences élevées, mais le signal n'est pas très beau, donc on a quand même intérêt à choisir une constante de temps RC correcte. Si maintenant on passe en surmodulation, voilà, en surmodulation, je choisis une constante de temps RC pas trop mal. Le signal ici a un indice de modulation supérieur à 1. On a ici de la surmodulation. Eh bien, le détecteur crête, lui, il va suivre les crêtes positives. Voilà. Et je vais donc avoir un signal en sortie qui est déformé. Ça va s'entendre, ça va faire du grésillement dans le haut-parleur, ça va être très désagréable. Ce détecteur crête ne fonctionne donc pas bien lorsqu'on est en surmodulation. Voilà une situation de nouveau plus classique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger le signal? Le signal ici, rouge, il est décalé vers le haut. On voit bien qu'il a une composante continue. On peut couper cette composante continue à l'aide d'un condensateur de liaison, simplement. Voilà, le signal est maintenant centré sur l'axe. Et pour supprimer le résidu de haute fréquence, il suffit de mettre derrière le détecteur crête un petit filtre RC passe-bas qui va lisser le signal et qui permet de récupérer l'information basse fréquence, le signal rouge ici, qui est le signal démodulé. Il a bien la même forme que l'enveloppe du signal initial. Alors, quand on a une modulation par un signal périodique, ça marche de la même manière, ça marche très bien aussi. Voilà le signal modulé. En vert, le signal en sortie du détecteur crête. En bleu, après coupure de la composante continue. Et en rouge, après filtrage passe-bas. Voilà à quoi s'amusaient les premiers bricoleurs en électronique au moment des débuts de la radiodiffusion. Les gens construisaient, et ça se vendait même, les gens construisaient ces récepteurs rudimentaires extrêmement simples qui fonctionnaient à peu près correctement parce qu'il n'y avait qu'un seul émetteur. C'était Radio Paris, l'émetteur de la Tour Eiffel. La structure est vraiment, on ne peut plus simple. On avait une antenne, bien sûr, un long fil qu'on tendait entre le balcon et l'arbre du voisin, une prise de terre reliée à un robinet, une bobine, une première bobine ici, qui était une bobine qui avait une capacité parasite entre les spires assez importante, et donc
en jouant sur en jouant sur le couplage, on pouvait un petit peu accorder cette bobine pour optimiser le réglage et bien recevoir le signal qu'on voulait capter. Voilà. Alors ce signal capté par l'antenne se trouvait au secondaire de ce transformateur ajustable. Et on retrouve ici notre structure de détecteur crête avec une diode, un condensateur et une résistance. La résistance, c'est la résistance du casque. Et la diode, comme il n'y avait pas de diode en vente dans le commerce à l'époque, la diode, il fallait la faire soi-même. On allait dans la nature, on allait ramasser la galène. C'est un morceau un minéral à base de sulfure de plomb qui a des propriétés semi-conductrices. Et ce morceau de galène, on pouvait en acheter aussi dans la droguerie du coin. Ce morceau de galène était fixé sur un petit support et il y avait un bras chercheur avec un petit ressort qui s'appelait la moustache et il fallait trouver un endroit. Bon, on piquait ici le ressort sur la galène et ça faisait une diode. Si on était au bon endroit, ça marchait à peu près bien et notre détecteur crête fonctionnait et dans le casque, on entendait la musique, les commentaires de l'émission qu'on voulait capter. Ce sont des postes à galène, on peut encore en faire aujourd'hui avec une simple diode. Seulement aujourd'hui, avec la multiplication des émetteurs, on a des problèmes parce qu'on capte facilement 2 ou 3 émetteurs en même temps et c'est évidemment beaucoup moins intéressant. Alors bien sûr, à chaque petit mouvement, à chaque vibration, la moustache sautait et on perdait l'émission, donc il fallait rechercher un point, le bon point, pour recevoir à nouveau le signal. C'était l'époque héroïque des premiers bricoleurs en radioélectricité. Les récepteurs actuels, évidemment, n'ont plus rien à voir avec ces premiers récepteurs rudimentaires du début. On a ici un exemple de récepteur radio qui couvre un certain nombre de bandes dans les ondes courtes. Ce sont des bandes radio amateurs. Ce récepteur couvre sans trou, c'est-à-dire qu'il peut capter n'importe quelle fréquence entre 150 kHz et 30 MHz, plus la bande FM de 88 à 108. Ce sont des récepteurs à changement de fréquence. L'oscillateur, c'est même un récepteur à double changement de fréquence. Donc il y a un premier mélangeur, une première FI, et puis ensuite il y a un deuxième oscillateur local, un deuxième mélangeur et une deuxième FI. L'oscillateur local, c'est un oscillateur très stable c'est un synthétiseur de fréquence avec une boucle à verrouillage de phase verrouillée sur un quartz. Donc l'oscillateur local est très stable. On peut choisir la largeur du filtre FI, 6 kHz, ou filtre étroit 2,8 kHz. C'est pour les émissions en morse. On n'a pas besoin d'une largeur importante puisqu'un bip en morse, c'est du 400 Hz ou du 1 kHz. Et donc le spectre AM, c'est 2 fois 400 ou 2 fois 1 kHz. Vous voyez que ça tient dans la bande passante de ce filtre FI étroit. Voilà, on peut même recevoir la bande latérale unique, donc il y a un démodulateur qui est adapté à la réception des émissions en bande latérale unique ou des émissions en morse. Continuous wave, c'est du tout ou rien, ça, c'est des émissions en télégraphie. Voilà, donc il y a pas mal d'électronique là-dedans. Et voilà, des circuits intégrés, 12 circuits intégrés, des transistors à effet de champ. Et on peut afficher la fréquence qu'on veut recevoir au clavier parce qu'il y a un synthétiseur au niveau de l'oscillateur local. Voilà. Donc là, on est aux antipodes du récepteur à galène de la diapo précédente. Il y a une autre manière de démoduler un signal AM, c'est le détecteur synchrone ou le démodulateur synchrone. Voilà le signal à démoduler. E, facteur de 1 plus k s de t, cosinus oméga it. Pourquoi oméga i? Parce qu'on se trouve, à cet instant-là, on se trouve à la sortie de l'étage fréquence intermédiaire du récepteur.
le signal a été capté par l'antenne, a été transposé à la fréquence FI, il a traversé le filtre FI, il a été amplifié et il faut maintenant le démoduler. Alors pour le démoduler avec un détecteur synchrone, on le multiplie simplement avec un signal qui a la même fréquence et la même phase que la porteuse modulée. C'est pour ça qu'on appelle ce démodulateur le démodulateur synchrone. Qu'est-ce qu'on obtient en sortie du multiplieur? Le signal x de t s'écrit E de t fois ce signal synchrone. On voit donc apparaître un cosinus carré, oméga it, qui se linéarise. Et après développement de cette expression, on obtient en sortie du multiplieur un signal x de t qui contient trois termes. Une composante continue, un deuxième terme qui contient l'information S de t, la musique, la parole, et un troisième terme qui n'est rien d'autre qu'un signal modulé en amplitude à la fréquence 2FI. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce signal X de t? C'est la musique, c'est l'information, c'est la parole, c'est ce terme-là qui nous intéresse. Il va être facile à isoler, puisqu'il suffit de couper la composante continue et de supprimer cette partie qui se trouve autour de 2 fois la FI, donc très haut en fréquence. Voilà le spectre du signal X de t. On retrouve la composante continue à la fréquence nulle. On retrouve le terme numéro 2, l'information, la musique, qui est là, jusqu'à Fmax. C'est le signal S de t. Et puis la troisième partie du signal X de t, elle se trouve ici, un signal AM autour de 2FI. Avec un simple passe-bas et un condensateur de liaison qui coupe la composante continue, je récupère la musique. Voilà donc le détecteur synchrone complet, un multiplieur, un filtre passe-bas qui coupe à Fmax, un peu au-dessus de Fmax, un condensateur de liaison qui n'est pas représenté ici pour couper la composante continue, et j'obtiens en sortie la musique, la parole, l'information basse fréquence. Cette composante continue a un intérêt puisqu'elle est proportionnelle à l'amplitude E du signal reçu. Un émetteur que je reçois bien, on aura ici un signal important, E important, donc une tension continue importante. Un signal reçu faiblement, il y aura une composante continue de valeur faible. Ça veut dire que cette composante continue pourra servir pour commander le contrôle, pour faire un contrôle automatique de gain sur les étages ampli FI et ampli RF. Alors le problème que pose ce détecteur synchrone, c'est la fabrication du signal synchrone. Si je fabrique ce signal synchrone avec un oscillateur dans le récepteur, je ne suis jamais sûr d'être exactement à la même fréquence et je ne suis jamais sûr d'être en phase. C'est pour cela que dans un récepteur, ce signal synchrone qui est là, il est toujours fabriqué à l'aide d'un circuit d'extraction de la porteuse à partir du signal qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ce signal qui arrive? On l'écrète violemment. Donc on perd la modulation d'amplitude. On transforme le signal sinusoïdal en un signal presque carré par écrêtage. Et puis ensuite on récupère le fondamental à l'aide d'un filtre passe-bande. On a ainsi un signal sinusoïdal qui est rigoureusement de même fréquence que le signal qui arrive et qui est rigoureusement en phase avec le signal qui arrive. Là, il n'y a pas de souci de synchronisation. Le signal est automatiquement synchronisé puisqu'il est fabriqué à partir du signal qui arrive. Et là, je peux mettre en œuvre le démodulateur synchrone, multiplieur filtre passe-bas, et là, je récupère correctement, proprement, le signal modulant. À la sortie du filtre FI, le signal qu'il faut démoduler est affecté de bruit. C'est du bruit électrique qui a différentes origines.
D'abord, il y a tous les parasites électromagnétiques produits par les systèmes industriels, les moteurs, etc. Aussi par le soleil, par les rayons cosmiques. Tous ces signaux parasites qui tombent dans la bande de réception vont être captés par l'antenne, transformés en tension et vont s'ajouter au signal. Ce sont ce qu'on appelle des parasites. Et puis il y a aussi du bruit électronique créé par l'agitation thermique des électrons dans les composants du récepteur, les transistors, les circuits intégrés, les résistances. Tous ces parasites s'ajoutent aussi au signal. Alors on définit le rapport signal sur bruit à l'entrée et à la sortie du démodulateur. À l'entrée du démodulateur, le signal, c'est la porteuse modulée. Le bruit, ce sont tous ces parasites dont on a parlé, et on définit le rapport porteuse sur bruit. En sortie du démodulateur, on a le signal musical, le signal audio, l'information, le signal binaire. On a donc une valeur efficace de signal S et on a une valeur efficace de bruit B. Alors on démontre que le détecteur crête, comme le détecteur synchrone, quand le signal à démoduler est propre, c'est-à-dire pas trop bruité, que le démodulateur améliore le rapport signal-bruit d'un facteur 2. Le rapport signal sur bruit en sortie du démodulateur, c'est-à-dire au niveau de la basse fréquence, est égal à 2 fois le rapport porteuse sur bruit. Ça c'est lorsque le signal à démoduler est propre. Si le signal à démoduler est très bruité, le détecteur crête ne fonctionne plus et cette formule n'est plus valable. Voilà un exemple d'enregistrement pour une porteuse modulée par un signal carré, une porteuse de plus en plus bruitée. Là le bruit existe mais il est relativement limité. Et là, on a un bruit assez fort qui masque presque complètement la modulation. En dessous, on a le signal en sortie du détecteur crête. On voit que là, on reconnaît l'information. On peut, avec un comparateur, une mise en forme, on peut récupérer l'information binaire, les 1 et les 0. Là, ça devient plus délicat. Et là, c'est quasiment impossible à récupérer. Là, le démodulateur crête ne fonctionne plus. Lorsque le signal reçu est très bruité, il vaut donc mieux utiliser un détecteur synchrone plutôt qu'un détecteur crête. Oui, tout à fait. Le démodulateur synchrone donne des résultats satisfaisants, même quand le signal est très bruité comme ici. Le détecteur crête ne fonctionne plus. Le détecteur synchrone, lui, continue à extraire l'information basse fréquence de ce signal. Alors bien sûr, l'information basse fréquence sera moins belle que si la porteuse modulée est propre, non bruitée, mais quand même, chaque fois qu'on a des signaux très parasités, des signaux qui viennent de loin, par exemple les communications entre un satellite et la station au sol, on utilise systématiquement un détecteur synchrone qui donne de bien meilleurs résultats que le détecteur crête. Le prix à payer, c'est un petit peu plus d'électronique parce qu'on a besoin d'un multiplieur, mais ce n'est pas un problème aujourd'hui. Comme on l'a déjà dit, la modulation d'amplitude avec porteuse n'est pas le seul type de modulation d'amplitude. On a développé par la suite d'autres types de modulation d'amplitude, en particulier la modulation en bande latérale double. Alors cette modulation s'obtient très simplement en multipliant simplement le signal modulant par la porteuse. Voilà le montage, on multiplie la porteuse par le signal modulant. En modulation AM classique, je rappelle que ce signal modulant était décalé par une composante continue. Là, il n'y a pas de composante continue, on fait simplement le produit et le signal s'écrit E, S de t, cosinus oméga t. S, c'est l'information basse fréquence qui est dans l'amplitude.
et oméga t, cosinus oméga t, c'est la porteuse. Alors ça ressemble à quoi? Eh bien tout simplement, voilà la porteuse, voilà le signal modulant sinusoïdal, c'est un cas particulier simple, voilà l'oscillogramme du signal modulé en bande latérale double. On voit bien que ce signal modulé en bande latérale double ne peut plus être démodulé par un démodulateur crête. Si on suit les crêtes, on va obtenir l'information basse fréquence redressée, double alternance. Ça marche pas, il y a une déformation du signal, c'est pas valable. Le seul démodulateur qui fonctionne pour la modulation en bande latérale double, c'est les démodulateurs synchrones. Alors le spectre de ce signal modulé bande latérale double est évident. On n'a que les deux bande latérale supérieure, bande latérale inférieure. On n'a pas de ré à la fréquence de la porteuse. On comprend bien qu'on va économiser beaucoup de puissance à l'émission parce qu'on n'a pas besoin d'émettre la porteuse et donc la puissance, on économise la puissance correspondante. J'aime bien cette modulation, parce qu'en l'absence de signal modulant, on n'émet rien du tout, et donc on ne consomme presque rien. Mais pourquoi émettre de bande latérale? Cette modulation est-elle utilisée pour des émissions? C'est vrai, cette remarque est bien intéressante, Zenobia. Et quand le signal S disparaît, quand le signal S est nul, la porteuse modulée est nulle aussi. Il n'y a pas de signal émis en l'absence de modulation. Donc il y a une consommation très réduite de l'émetteur en l'absence de modulation. Pourquoi émettre les deux bandes latérales? C'est vrai, l'information elle est à la fois dans la bande latérale supérieure et dans la bande latérale inférieure. Et donc on n'utilise guère ce type de modulation dans les émissions parce que on fait un pas plus loin et on émet en bande latérale unique. Alors à quoi sert ce type de modulation? Pourquoi est-ce qu'on utilise la modulation en bande latérale double? Eh bien ce type de modulation a été utilisé dans le codage de la couleur en télévision analogique, dans les systèmes NTSC américains et EPAL allemand, européen. Ce type de modulation est encore utilisé aujourd'hui dans le codage stéréo multiplex. Quand on écoute une émission FM stéréo sur la bande FM, eh bien le signal stéréophonique est codé en utilisant cette modulation en bande latérale double. Maintenant que la télévision analogique a fait place à la télévision numérique, la seule application, finalement, la principale application de ce type de modulation reste le codage stéréo des émissions radiophoniques. C'est en 1923 que Carson pousse la logique jusqu'au bout et met au point la modulation en bande latérale unique. Cette bande latérale unique, cette émission BLU, s'appelle pour les anglo-saxons la SSB, Single Side Band. Le spectre du signal émis se limite à une bande latérale, soit la bande latérale supérieure, soit la bande latérale inférieure. Le spectre a bien sûr l'allure suivante, suivant qu'on émet en SSB LSB ou en SSB USB. Voilà, en USB on émet la bande latérale supérieure et en LSB on émet la bande latérale inférieure. Alors les gens se mettent d'accord dans une bande de fréquence, tout le monde travaille soit en USB soit en LSB. On voit que l'encombrement de l'émetteur est maintenant égal à la fréquence maximale de la BF. C'est-à-dire que si on se limite à une qualité téléphonique, 3 ou 4 kHz pour Fmax, on a une bande occupée par l'émetteur qui vaut 3 ou 4 kHz. C'est difficile de faire, on ne peut pas faire mieux que ça. Émettre en largeur au niveau encombrement spectral, on ne peut pas faire mieux que l'émission en bande latérale unique. Alors bien sûr aussi au niveau de la consommation, on émet que la puissance
qui correspond à une des deux bandes latérales. On n'émet pas la puissance de l'autre bande latérale, on n'émet pas la puissance de la porteuse. On a vu que cette puissance de porteuse était importante dans le cas de la AM classique. Donc c'est un type d'émission qui est très économique en consommation. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on supprime la porteuse et la bande latérale inférieure, par exemple, on ne modifie quasiment pas la portée de l'émetteur, tout en réduisant considérablement la puissance émise. Donc c'est un résultat qui est extrêmement intéressant, ce qui fait que la bande latérale unique est très utilisée dans les équipements portables alimentés sur pile ou batterie, en particulier donc par les radios amateurs, mais aussi pour les liaisons professionnelles. La première liaison radio transatlantique inaugurée en 1927 qui reliait New York à Londres, cette première liaison radio fonctionnait en bande latérale unique. Alors quelle est l'allure, quel est l'oscillogramme d'un signal en bande latérale unique? Alors si on raisonne sur le cas simple d'un signal modulant sinusoïdal, on retrouve le résultat intéressant que si le signal est nul, il n'y a pas de porteuse émise, on n'émet rien du tout. Dès qu'on arrête de parler dans le micro, l'émetteur n'émet plus rien. Donc on se doute bien que la consommation va être intéressante. Si le signal modulant est de fréquence basse, on a ici dans le spectre une raie qui est un peu au-dessus de la fréquence F. Voilà le signal correspondant. On a une simple sinusoïde. Si la BF a une fréquence plus élevée, dans le spectre, on a une raie qui est plus loin, plus haut en fréquence, et donc on a ici une sinusoïde de fréquence plus élevée. Dans le cas général, avec une modulation musicale, le spectre a la forme du spectre du signal BF. Alors bien sûr, pour produire un tel signal, il faut beaucoup plus d'électronique, il faut des multiplieurs, il faut des filtres. On ne va pas rentrer dans le détail de la synthèse d'un signal en bande latérale unique. Voilà un exemple d'équipement, un émetteur-récepteur BLU professionnel qui couvre la bande entre 1,6 et 30 MHz, qui émet une puissance de 125 watts et qui est prévu donc pour les communications longue distance jusqu'à 1000 km et même au-delà avec une bonne antenne. Voilà, les liaisons entre le sol et les avions, les liaisons audio sont souvent faites en bande latérale unique. Alors on peut bien sûr aussi utiliser la modulation d'amplitude pour transmettre un signal binaire. Voici un signal binaire composé d'une suite de 1 et de 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, etc. On définit la durée d'un symbole, t, c'est la durée d'un bit 1 ou d'un bit 0. On définit aussi le débit en nombre de bits par seconde, d égale à 1 sur t, d c'est l'inverse de la durée du bit. Comment est le spectre d'un tel signal binaire composé d'une suite plus ou moins aléatoire de 1 et de 0? Le spectre est en forme de sinus x sur x et qui passe par 0 à tous les multiples du débit. Ce spectre pose un problème parce qu'il n'est pas borné en théorie, il va jusqu'à l'infini. Et donc on est confronté à un problème, c'est que la fréquence maximale du signal BF est une fréquence infinie. Alors si on module avec ce signal binaire, si on module une porteuse, on se doute bien de ce que ça va donner. Pour trouver le spectre du signal modulé, on prend le spectre du signal BF qu'on reporte de chaque côté de la fréquence de la porteuse. Voilà la forme du spectre du signal modulé en amplitude par ce signal binaire. On retrouve dans la bande latérale supérieure la forme du spectre basse fréquence, qui est en théorie infini, et on retrouve la même forme dans la bande latérale inférieure. Alors si on néglige les
les parties du spectre là qui correspondent à des fréquences très élevées, donc qui sont d'amplitude faible. On peut estimer par exemple sur ce dessin que la bande occupée par le signal est de l'ordre de 8 fois le débit, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois d'un côté, quatre fois de l'autre, c'est-à-dire B à peu près égal à 8D. C'est une formule approchée qui suppose qu'on néglige ce qui est au-delà. Mais ça donne quand même des bandes occupées importantes, hein, avec un débit par exemple de 4800 bits par seconde, qui est un débit faible. On trouve une bande occupée de 8 fois 4800, c'est-à-dire 40 kHz, ce qui est quand même une bande extrêmement large pour un débit, somme toute, très limité. Alors qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème de fréquence maximale du signal binaire? Eh bien ce signal binaire, dans toutes les communications, que ce soit la AM ou la FM, dans toutes les communications numériques, ce signal binaire est filtré. Ça veut dire qu'on va imposer une fréquence maximale, on va supprimer dans le spectre de ce signal les composantes de fréquence élevée. Alors ce filtrage peut être plus ou moins énergique. Souvent, il est d'ailleurs très énergique. Voilà un exemple de filtrage. Le spectre en pointillé, le spectre du signal basse fréquence avant filtrage, c'est celui-ci, le spectre en sinus X sur X. Et là, on a filtré les données binaires avec un filtre très énergique puisqu'il coupe déjà à une fréquence égale à la moitié du débit binaire. Donc non seulement on supprime les fréquences élevées du spectre, mais on supprime même une bonne partie des fréquences moyennes et même des fréquences basses. Alors ça a bien sûr des conséquences sur la forme du signal, on verra ça sur la diapo suivante. Mais si on filtre ainsi le signal basse fréquence, on a ici une Fmax qui est de l'ordre de D sur 2. À ce moment-là, la porteuse modulée, les deux bandes latérales vont être limitées ici à F plus D sur 2 et F moins D sur 2, c'est-à-dire qu'on aura une largeur de 2 fois D sur 2, c'est-à-dire 4,8 kHz par rapport aux 40 kHz qu'on avait précédemment. Donc on a considérablement réduit l'encombrement spectral du signal modulé. Dans la pratique, c'est toujours comme ça qu'on fait. Voici un signal binaire, signal carré, avec des 0, des 1, 0, 0, 1, 1, etc. Ce signal, si je le fais passer par un filtre passe-bas, je vais le déformer. En particulier, je vais dégrader les fronts, je vais arrondir les fronts de montée et les fronts de descente. Voici la forme, l'allure, l'oscillogramme d'un signal binaire qui a été filtré avec un filtre passe-bas. C'est ce signal filtré qui va moduler la porteuse de l'émetteur et qui va donc être récupéré avec un petit peu plus de bruit à la sortie du récepteur. Si je veux récupérer un signal binaire, il faut que je remette ce signal en forme. Cela peut se faire à l'aide d'un comparateur ou d'un trigger et je peux récupérer ainsi un signal numérique, à condition évidemment que le signal ne soit pas trop bruité. Alors pour observer la situation à la sortie du récepteur, on superpose un grand nombre de traces de ce signal binaire et ça donne ce qu'on appelle le diagramme de l'œil. Voilà la trace à un instant donné, on passe de 1 à 0, 0, là on passe de 0 à 1, là on passe de 1 à 0 et puis à 1, et on a ici une forme qui ressemble à un œil. Dans ce cas-là, l'œil est bien ouvert et il y a un moment optimal au milieu du bit là où on peut décider si on a bien de transmettre un 1 ou un 0. Lorsque le signal est affecté de bruit, ces traces deviennent beaucoup moins nettes
et l'œil se ferme petit à petit, et il arrive un moment où il y a trop de bruit, où l'œil est pratiquement fermé, et là on aura du mal à distinguer un 1 d'un 0. Les gens qui font des communications numériques, ils aiment bien regarder le diagramme de l'œil du signal à la réception. Du coup, ça ressemble plus à une modulation analogique qu'à une modulation numérique. Oui, oui, tout à Non? fait. On ne fait jamais finalement de modulation numérique au sens propre du terme. Le signal numérique est toujours filtré, et donc toutes les communications numériques, toutes les modulations numériques sont en fait des modulations analogiques, si on va vraiment au fond des choses. Le signal numérique est toujours arrondi et toujours déformé. Pourquoi? Parce que transmettre un signal carré, ça coûte beaucoup trop cher en termes de bande passante. C'est un luxe inutile. On peut très bien accepter une déformation du signal, une déformation raisonnable. On peut très bien l'accepter, sachant qu'à l'arrivée, on va pouvoir remettre le signal en forme à l'aide d'un comparateur. Et qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? On a gagné de l'encombrement spectral. Le signal modulé par le signal binaire filtré est beaucoup moins encombrant que que la porteuse modulée par un signal carré. On ne transmet jamais de signal carré, jamais, jamais. Dans les transmissions numériques, la porteuse peut être modulée en amplitude de deux manières. Soit partiellement, c'est la modulation qui s'appelle ASK, Amplitude Shift Keying. On fait varier l'amplitude de la porteuse au rythme des informations binaires, avec deux niveaux d'amplitude, un niveau qui correspond au 1, un autre niveau qui correspond au 0. On peut aussi moduler totalement la porteuse. Ça s'appelle alors la modulation OOK, On-Off Keying, modulation en tout ou rien. Le 1 correspond à une émission de porteuse, le 0 correspond à une absence d'émission. Alors ce deuxième type de modulation OOK est très utilisé dans les télécommandes de portes de garage par exemple, où on envoie un code binaire qui permet de reconnaître la télécommande pour éviter que n'importe qui puisse ouvrir la porte du garage. Donc il y a un code sur un certain nombre de bits. Et la modulation se fait très souvent par modulation d'amplitude OOK. C'est très facile à mettre en œuvre, il suffit d'avoir un oscillateur qui émet une porteuse et le codeur coupe l'alimentation de cet oscillateur au rythme du code binaire. Alors très souvent sur les dispositifs simples, le signal binaire n'est pas filtré. Et qu'est-ce qui filtre, qu'est-ce qui limite la bande occupée, le encombrement spectral? Eh bien c'est la bande passante de l'amplificateur radiofréquence avant l'antenne, et c'est la bande passante de l'antenne aussi qui est un filtre passe-bande, et cet aspect sélectif de l'amplificateur et de l'antenne suffisent pour supprimer les lobes secondaires dans les bandes latérales supérieures et inférieures, et suffisent pour limiter un petit peu la bande occupée. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, voici des enregistrements. D'abord, le signal modulant n'est pas filtré. On a ici l'oscillogramme de la porteuse modulée par le signal binaire non filtré. Et on va voir que le spectre de ce signal est très encombrant. Voici le spectre de ce signal.
une bande occupée qui est très large, qu'on a arbitrairement limitée à 800 kHz. Le débit du signal initial était de 100 kHz. On reconnaît bien les bandes latérales en forme de sinus X sur X. Alors la même chose avec un signal basse fréquence filtré. Voilà le signal modulant qui a été filtré, qui a été arrondi. Voilà la porteuse modulée. Le spectre est cette fois-ci beaucoup plus étroit. On voit que les bandes latérales ont été largement amputées et l'encombrement spectral est maintenant devenu très raisonnable puisqu'il est de l'ordre de 200 kHz. Alors on voit bien le gain apporté par le filtrage sur l'encombrement spectral de la porteuse modulée. Bravo, je suis vraiment épaté. Le gain en encombrement spectral est fantastique. Je comprends bien maintenant l'intérêt du filtrage passe-bas des données binaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module de formation. J'espère que les techniques relatives à la modulation d'amplitude sont maintenant moins mystérieuses pour vous. En tout cas, moi j'ai appris des choses, et je suis contente. Professeur, je peux vous poser une question un peu intime? Quand mes circuits internes communiquent avec l'ordinateur qui me pilote, est-ce que la liaison radio fonctionne en modulation d'amplitude? Non, Zenobia, ton corps contient des moteurs et des actionneurs qui génèrent des parasites. Parce que ces parasites affectent l'amplitude et que la modulation AM transporte l'information dans l'amplitude, elle est assez sensible aux parasites. J'ai donc préféré utiliser pour toi une liaison en modulation de fréquence plus résistante au bruit. Ok, je comprends. Merci professeur d'avoir pris soin de moi, et de la qualité de la liaison radio avec mon ordinateur central. Mon bon fonctionnement, et donc mon bien-être en dépendent. Maintenant je meurs d'envie de savoir comment fonctionne une liaison radio en modulation de fréquence. Et vous, merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. C'est beau la physique appliquée. Non? En tout cas moi j'aime ça. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces belles choses avec vous. À bientôt j'espère, dans un autre module.